Caroline, tu étais avec la boîte depuis longtemps, donc toutes ces transformations, j'imagine que tu es CEO de la boîte, tu es leader dans ces transformations. Ouais. Est-ce que ça veut dire que tu as dû changer d'avis de toi sur des sujets? Ouais. Oui, d'ailleurs, le lean, si tu n'es pas prêt à te remettre en question personnellement... Oui, ça se passe pas bien. C'est compliqué. Oui, moi, même par rapport à mon histoire perso, ça m'a vachement challengé. Sur quoi en particulier? En fait, moi, j'ai été manager après 1 an à Théodo et je suis la fille d'un général dans l'armée. Et moi, j'ai grandi en observant ce modèle. Et donc, quand tu deviens manager, tu appliques les modèles que tu as vus dans les films, mais aussi autour de toi, dans ta famille. Et moi, j'avais vraiment un leader à mes côtés depuis toute petite. Et ce que j'avais cru comprendre de son leadership, c'est qu'il faut donner la direction très haut, très fort, et aider les gens quand ils sont dans une ornière. Et donc, j'ai commencé à faire ça. J'ai mis toute mon énergie et toute mon envie de bien faire là-dedans. Et je te disais, crise commerciale, des gens qui partent. Et j'ai été profondément remise en question parce que je me disais... Tu pensais que tu faisais bien, en fait. Ouais, je me suis dit, mais je comprends pas, je fais comme les modèles que j'ai vus autour de moi, et pourtant, ça marche pas. Et donc là, j'ai fait 2 choses. J'ai appelé mon père et j'ai lu des bouquins de Lean. Et les 2, en fait, avaient le même message. C'est, en fait, les gens ne suivent pas des super-héros. Les gens suivent des leaders qui s'intéressent profondément à eux. Effectivement, une des causes de non-flexibilité flagrante, c'est la logique de taille de l'eau. La logique de taille de l'eau dans une logique de pure, finalement, rentabilité. Je lance d'énormes lots en production, et à la limite, je commande d'énormes lots vis-à-vis de nos fournisseurs, on pourra le voir tout à l'heure. Et du coup, je vais réduire le coût au travers d'une certaine répétition. Mais pendant que je passe ce gros lot de pièces, je ne vais pas passer les pièces en moins grand volume que souhaiteraient nombreux clients. Donc effectivement, la recherche de flexibilité, être capable de passer de tout le temps, a une conséquence vertueuse, c'est une réduction des lead time de production, et donc une capacité de livrer des clients plus rapidement. Donc clairement, le débat qu'on a, si technique soit-il, l'industrie française a certainement les moyens de garder son industrie en France en travaillant la flexibilité de ses moyens. C'est ce qu'on dit. Les leviers de productivité qu'on a pu constater au travers de cette approche sont sans commune mesure avec finalement ce qu'on peut obtenir quand on fait quelque chose de classique. Je cartographie, je définis des plans d'action et je déploie et je regarde ce que ça donne. On a effectivement un apprentissage de la chaîne de valeur à être capable de passer de tout le temps. C'est énormément d'apprentissage qu'on tire derrière ça. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais on va apprendre à un opérateur à changer plus facilement de série, à le faire plus vite, à le faire dans des meilleures conditions, à le faire avec des taux de bons du premier coup plus importants. Au final, cet apprentissage collectif tout au long de la chaîne de valeur, elle bénéficie forcément aux clients en termes de coûts, de délai et de ponctualité. Est-ce que vous avez des recommandations à faire pour des gens qui se lanceraient dans une VSM? C'est quoi les grosses conneries à pas faire? Les trucs où on se perd? Vouloir sortir des solutions tout de suite. Oui, en fait, ça c'est vraiment... Qu'est-ce que vous avez eu comme exemple, par exemple? Qu'est-ce que vous avez eu envie de sortir comme solution tout de suite? En fait, on avait à peine commencé à poser les étapes qu'on a commencé à dire « Ah oui, ça on pourrait faire ça. » Oui, non, mais sauf que on n'avait pas encore finalisé la VSM, qu'on trouvait déjà des solutions. Donc qui n'étaient pas forcément... Et dans ces solutions que vous aviez trouvées dès le début, vous en avez gardé ou pas du tout? Non. Aucune. Ah, c'est génial. C'est génial. Parce que ça, c'est bien la preuve qu'on est formaté pour essayer de trouver des solutions dès qu'on repère un problème, mais que souvent, c'est pas la bonne parce qu'on n'est pas sur la bonne cause. C'est ça. On a des mauvaises intuitions, en fait. Il faut se méfier de nos intuitions. Oui, effectivement. C'est génial. Super. Un peu décontenancé au début? Ouais, un peu secoué, un peu dans les turbulences au début.
mais avec plein de points qui étaient marquants et un que j'ai vraiment retenu qui était qu'effectivement le coût du produit est figé à 70-80% dès la conception. Et je me disais, ok, j'apprends plein de choses, on va faire des choses dans l'entreprise, on va faire des choses en production, mais si finalement on n'embarque pas l'ingénierie, on va faire de l'optimisation locale très, très petite, et on n'est pas sûr que cette optimisation, elle serve mieux nos clients, et elle fasse plus plaisir aux clients, on va répondre bien aux besoins des clients. Il faut comprendre l'énormité de la réalisation d'Arnaud. Bien souvent, on a des choses énormes en face de nous, mais on pense que c'est tellement énorme qu'on ne peut rien faire parce que ça nous dépasse. Donc oui, les coûts d'un produit, la compétitivité d'un produit est fixée très largement au moment de la conception. Après, tout ce qu'on peut faire, c'est des conneries des réalisations qui retirent de la valeur, mais une fois que c'est conçu, c'est conçu. Et donc, ce qui était vraiment intéressant dans ta démarche, c'est que la plupart du temps, les gens se disent oui, c'est évident, bon, je peux rien faire à ça, allez, revenons à optimiser localement. Tandis que toi, tu as fait le pas suivant. J'ai tiré la manche de Thierry, et puis ça a été vraiment le début de l'aventure commune depuis 2 ans. Alors les Gemba, j'ai d'abord commencé, moi en tant que développeur, à aller dans l'atelier. Et donc j'ai planifié mes Gemba. Et ça consiste en quoi, un Gemba en ingénierie? Comment tu... Au tout début, je ne savais pas bien en fait. Donc j'y suis allé, j'ai fait le tour, j'ai remonté le process et je l'ai fait systématiquement et plusieurs fois en parlant avec les gens, en allant voir les opérateurs, les opératrices, en leur demandant ce qu'ils faisaient, comment ils le faisaient, si ça se passait bien. Et je remonte le process comme ça. Et je reproduis tout, à chaque fois que je passe, toujours le même circuit. C'est assez intéressant. Alors, il y a une première phase qui est très grisante, c'est-à-dire, qui est grisante. Non, le tout début, il n'est pas grisant parce que les gens, ils savent à peu près qui je suis, mais bon, qu'est-ce que je fais là? Donc, première partie, c'est de la méfiance. Au bout de quelques passages, je deviens familier. On commence à parler. Et là, ils commencent à me dire des choses et je leur explique pourquoi je fais ça. Et puis, et là, les choses commencent à prendre. Et donc là, ça devient vraiment intéressant. Et j'essaie de regarder en fait comment l'entreprise fonctionne, produit et surtout produit ce que l'on a développé. Et comme je m'y prends en 2018 et que moi je fais du développement depuis 2007, je vois mes produits dans l'atelier. Et donc là, je vois vraiment des choses. Et je prends conscience que c'est pas possible de continuer à envoyer les choses comme ça de l'atelier. Et donc là, je sors de ce système qui est de dire je développe, après j'industrialise, après je produis. Et puis quand j'ai fini de développer, c'est plus mon problème et vas-y. Et donc là, je prends conscience qu'il faut vraiment que la production soit avec le développement, que le développement connaisse très très bien la production. Et c'est comme ça que ça va marcher. Je me souviens d'un laboratoire où c'était la zone, elle venait vraiment de refaire. Enfin, je pense qu'elle était assez une zone où on se dit allez, là, je suis sereine, il va rien se passer. Et puis on voit une personne faire la queue au premier microscope, une deuxième, troisième. On dit mais pourquoi? Il y a d'autres microscopes ailleurs. Pourquoi tout le monde attend à cet endroit-là? Elle dit mais je les ai jamais vus faire ça. Et il y a tout simplement un microscope qui est bien dégagé, pas encombré, à hauteur ergonomique et les autres, il faut slalomer, il faut être très mince pour y aller. Et puis, il était 30 cm plus bas, donc en fait, personne n'y allait. Donc, on attend un peu, puis ça gêne pas, parce qu'en fait, ça arrive une fois de temps en temps, donc on va pas... Donc, les problèmes ne remontaient pas non plus. Et du coup, de les amener à vraiment faire ces observations-là, c'est quelque chose qui est toujours très important. Est-ce qu'ils ont joué le jeu? Est-ce que c'était vrai pour tous les patrons ou est-ce que c'est plus difficile dans certains cas? Alors, il y a eu... d'abord, tout le monde n'a pas appelé, mais du coup, il y a eu quelques échanges après qui étaient un peu étranges. Mais du coup, la photo de l'éléphant, c'est vraiment de dire, en fait, quand je leur disais, mais en fait, il faut déjà prendre le temps de voir, certains ont dit, si vraiment il suffit que je regarde pour que je vois des choses devant lesquelles je passe tous les jours, s'il suffit que je prenne le temps, c'est vraiment qu'il y a un éléphant dans le couloir que je ne vois pas. Et du coup, d'autres que j'avais peut-être un peu plus accompagnés ont dit mais il y avait un éléphant dans le couloir et je ne le voyais pas. Donc tu peux faire confiance qu'il y a des éléphants dans les couloirs. Alors d'abord, peut-être, c'est quoi le secret pour voir l'éléphant? C'est toujours cette question de visualiser, mais c'est peut-être voilà, comment tu les as aidés, comment tu les as amenés
Alors, c'est une vision peut-être optimiste, mais je pense vraiment que c'est déjà une question de passer du temps. Déjà, si on souhaite consacrer du temps à l'observation, on va voir des choses. Mais c'est autre chose que de faire son quotidien. C'est vraiment un moment dédié dans lequel on va aller observer. sur le Gemba. C'est ça. C'est ce dont nous parlait Boris ce matin. Alors, tu n'étais pas là, mais c'est comment on planifie ces temps-là, finalement, dans son agenda. Sinon, on ne le fait pas, quoi. Sinon, ça passe à la trappe. Là, quel que soit son niveau, son expérience d'observation, on verra des choses. Et on a déjà de quoi se nourrir avant de devoir faire appel à des gens qui... Encore, on va déjà avoir des choses, ça va s'arrêter, mais déjà de prendre ce temps, c'est vraiment quelque chose de très important. Donc après, on voit l'éléphant. Donc une fois qu'on voit l'éléphant, ça peut être aussi totalement démoralisant pour n'importe qui. Parce que voilà, c'est un truc énorme, on ne sait pas par quel bout l'attraper. Alors on a souvent l'habitude de dire qu'il faut commencer par manger l'éléphant à la petite cuillère, donc une cuillère après l'autre. Comment tu leur as appris à affronter l'éléphant et à choisir une manière d'y aller? Alors effectivement, on se retrouve avec ce sentiment d'être au pied de la montagne et du coup, ça peut être un moment très décourageant. Et du coup, là, c'est quelque chose duquel je suis très convaincue et je les poussais beaucoup à écrire leur vision, donc écrire vraiment leur plan, à la maille de temps qui semblait adaptée, si c'est l'année, si c'est 2 ans. C'est vraiment sur un certain nombre de sujets. Noter ce qu'on veut faire, des petites idées, des plus grandes idées, mais pouvoir se les noter, pour pouvoir mettre en face les moyens, les ressources qu'on a et pas se retrouver submergé par toutes ces choses qu'il faut faire pour tout de suite. Et en général, quand on fait cet exercice, ils ont tendance à tout noter pour le prochain trimestre. Et du coup, c'est aussi un moment d'échange de dire, en fait, on ne va pas tout faire tout de suite. Donc on va étaler et ce ne sera pas grave si tout n'est pas fait là tout de suite. De toute façon, ce n'est pas possible. Et donc cet exercice-là, d'écrire la vision, de la faire avec les équipes, de la partager, c'est vraiment une façon de manger l'éléphant à la petite cuillère et du coup de se rassurer aussi en se disant ok, on a une perspective de on va aller là-bas, c'est clair, voilà. Mais voilà, on va y aller tranquillement en faisant un chemin ensemble, pas à pas ou petite cuillère par petite cuillère. Exactement, ça donne des jalons et ça a plein de vertus.